Est-ce que vous saviez que les barbiers étaient les ancêtres des chirurgiens? Ou encore qu'on opérait la cataracte depuis l'Antiquité? Est-ce que vous saviez que Léonard de Vinci avait disséqué environ 30 cadavres pour étudier l'anatomie? Ou encore comment on traitait la douleur avant l'arrivée des anesthésiques? Et comment Pasteur invente le vaccin? Ou comment sont nés les antibiotiques? Sujet passionnant s'il en est. Et s'il vous intéresse, je vous propose de parcourir avec moi la suite de l'aventure de l'histoire de la médecine avec cette deuxième partie de la Renaissance jusqu'à notre époque contemporaine. C'est parti! Alors, l'époque suivante, on arrive au 15e et 16e siècle et là, c'est la Renaissance et le fondement de la médecine moderne, avec l'apparition des humanistes. Donc, c'est un courant de réflexion et de recherche qui va remettre en cause tous les savoirs antiques et qui va rentrer en conflit moral avec l'autorité catholique. Et parmi ce courant, on compte de nombreux médecins. Parallèlement à ça, il va y avoir les illustrations qui vont devenir beaucoup plus lisibles et il va y avoir un courant d'artistes qui va plus aller vers le réalisme et du coup tous les peintres et les dessinateurs vont aborder l'anatomie pour être le plus proche possible de la réalité. Donc il y a un nouveau don pour l'observation exacte des corps qui va nécessiter que les artistes aient une connaissance parfaite de l'anatomie et du coup ils vont être amenés à fréquenter les amphithéâtres. Donc quand je dis amphithéâtre, en fait, c'était l'endroit où les médecins disséquaient en public. On peut parler de Léonard de Vinci, qui est un brillant précurseur de l'anatomie moderne. Alors je suis sûre que vous ne le saviez pas, mais Léonard de Vinci, il a disséqué à Milan et à Florence plus d'une trentaine de cadavres, partant du fœtus jusqu'au vieillard. Il dissèque des hommes, des femmes, et il dissèque une partie de ces corps-là pour étudier le système vasculaire, dont les veines, et en s'affranchissant totalement du système anatomique de Galien. Il va inventer aussi des nouvelles techniques de dissection. Il va faire des coupes serrées d'organes pour faire une reconstitution tridimensionnelle. Il va faire des injections vasculaires dans les tissus pour suivre le trajet des veines et des artères. Il va même couler de la cire dans les viscères creux comme le cœur pour restituer une sorte de moule pour avoir la forme exacte de l'organe. Et lui, il va faire vraiment de très grandes avancées anatomiques et il va même disséquer les yeux et il va émettre des théories sur la formation de l'image dans le cerveau, puisque lui, il était aussi mathématicien et géomètre. Et son étude du cœur va se rapprocher de la réelle fonction du sang et il va présupposer le rôle vital de l'oxygène. Léonard de Vinci, il meurt en 1519 à Amboise et tous ses dessins et ses croquis, toutes ses études vont rester finalement inconnus jusqu'à ce qu'il soit vendu au château de Windsor au XVIIe siècle. Ça va encore rester inconnu et au XXe, on va découvrir l'ampleur de son travail et toutes ces grandes découvertes, mais finalement elles n'auront eu aucun impact sur la médecine de son époque, ça a été en pure perte. Après, l'auteur se demande si Léonard de Vinci, finalement, n'étant pas de l'institution médicale, est-ce qu'il n'était finalement pas conscient que tout ce qu'il avait découvert ne serait jamais publié puisqu'il n'était jamais qu'un artiste. Une autre figure de l'école anatomique à Paris, au XVIe, qui s'appelle Jacques Dubois, il est professeur d'anatomie à la fac de médecine. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nommer tous les muscles du corps et il va créer une nomenclature anatomique claire, celle que l'on connaît aujourd'hui. On peut citer aussi Gortier d'Andernach, qui est un médecin qui se penche sur la structure des muscles et qui va s'intéresser au pancréas. On a aussi Vessal, qui est un passionné d'anatomie, il est élève de Dubois et d'Andernach. Lui, il va constater les écarts entre l'œuvre du grand Galien et la réalité anatomique. Il s'en va en Italie, il devient professeur à l'université de Padoue.
Et c'est une université qui a un esprit un peu frondeur. Dans cette université, finalement, il va développer un petit peu ses recherches et il va écrire un ouvrage de 663 pages, dont 300 qui sont consacrés à des dessins, des planches anatomiques. Cet ouvrage va être publié et republié de son vivant, donc c'est assez rare à cette époque. Et dans son œuvre, il va s'écarter en 200 points du travail de Galien et il va réfuter ainsi 2000 ans d'erreurs anatomiques, puisque je rappelle que Galien disséquait surtout des animaux morts. Alors ce Vessal, en fait, même son prof, le Dubois, là, il le traite un peu de fou. Mais bon, qu'à cela ne tienne, le Vessal, il continue à faire ses recherches. Il va même devenir le médecin personnel de Charles Quint, qui est le roi d'Espagne, et de son successeur Philippe II. Et puis finalement, à la fin de sa carrière, il en a un petit peu marre d'être attaqué de toutes parts. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait à l'époque ? On va faire le pèlerinage. Donc il s'en va en Terre Sainte, et au retour de la Terre Sainte, en fait, il attrape le typhus et il meurt. Mais quand même, il aurait quand même le mérite d'avoir procédé à une refonte totale de l'anatomie. Et après lui, l'université de Padoue, dans laquelle il a fait ses recherches, va quand même poursuivre sur sa lancée la redécouverte du corps humain. Et il va y avoir plusieurs grands noms qui vont sortir de cette université. Alors il y a Gabriel Fallope qui va travailler sur la structure de l'oreille interne, tout ce qui est organes de l'équilibre, les nerfs auditifs, le tympan. Il va faire une étude très poussée de l'appareil génital. C'est le premier qui va parler des similitudes entre les hommes et les femmes. Il va il va comparer la Vierge... La Vierge, non, pas du tout. La Verge au clitoris. Il va faire une étude de l'anatomie génitale féminine et c'est lui qui va donner son nom aux trompes de Fallope. On peut citer aussi Fabrice d'Acapandente, qui crée en 1594 un théâtre anatomique pour des dissections qui va devenir des véritables spectacles et qui vont attirer des étudiants de l'Europe entière. Et il va faire aussi beaucoup dans une discipline mais qui ne pourra prospérer qu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la discipline de l'obstétrique. On peut citer aussi Eustache, qui est professeur à Rome, qui va travailler sur le rein. Mais ces découvertes, elles vont vraiment prendre du sens que quand le microscope va apparaître et va donner naissance à l'histologie. Il découvre les glandes surrénales. C'est le premier qui décrit l'équilibre de pression dans la membrane du tympan, donc la fameuse trompe d'Eustache. Il y a aussi Arantus, qui est prof à Bologne, qui va faire une description brillante du cœur fœtal et du rôle du placenta, qui joue le rôle de foie artificiel. Il y a aussi un certain Varol, qui va étudier le cerveau. Si bien qu'à la fin du XVIe siècle, finalement, toute l'anatomie est posée. Il restait plus qu'à revoir la physiologie, les organes étaient révélés, et maintenant on allait chercher à comprendre comment ils fonctionnaient et ils s'articulaient entre eux. Alors il y a Colombo, qui est un élève de Vessal, qui va s'attaquer au cœur et au rôle des vaisseaux sanguins. Et il va s'attaquer à deux piliers de la doctrine médicale antique, qui est le pneuma de Galien et le cardiocentrisme d'Aristote. La théorie des humeurs, ça pourrait se résumer comme le fait qu'il y ait 4 éléments du monde qui se retrouvent sous la forme d'humeur à l'intérieur de notre corps. Et c'est Galien qui va surtout développer la théorie du pneuma, qui est le souffle de vie qui anime l'organisme et qui crée la vie. Et quand ce souffle ou cet esprit de vie souffre, alors apparaissent les maladies. Son élève, c'est César Pinault, qui est professeur à Pise, et lui, par contre, ça va être le premier à voir le cœur comme le moteur de la circulation. Alors, on peut noter que déjà en 1553, il y a un médecin qui s'appelle Michel Servet qui avait découvert la théorie de la circulation. Dans un ouvrage de théologie, il en fait part. C'est un livre qui faisait 700 pages et dans ces 700 pages, il y en a 6 de médecine qui décrivaient
à peu près de manière exhaustive la circulation du sang et notamment le phénomène de l'hémastose, c'est-à-dire l'oxygénation dans les poumons. Et alors ce Michel Servet, en fait, il avait été élève de Dubois et d'Andernac, ce qui lui a permis finalement d'avoir les clés pour réfuter la théorie galénique. Cependant, son œuvre a été brûlée, tout comme lui, donc elle n'a pas été connue à l'époque. Au niveau de la physiopathologie, il y a tout un tas de grands noms qu'on puisse illustrer à cette époque. On peut parler de Jean Fernel. Alors lui, il parle de physiologie et de pathologie pour désigner la science qui identifie et qui classe les maladies. Il va faire des grandes descriptions des modifications pathologiques des organes quand il fait des autopsies. Il va fixer un tableau clinique de la grippe, par exemple. Mais malgré certaines approches novatrices, il va quand même rester dans la théorie du pneuma de Galien et la théorie des humeurs d'Hippocrate. En revanche, il va y avoir des grandes innovations en matière de chirurgie au XVIe siècle, puisque les grands anatomistes furent presque tous de grands chirurgiens avec des belles publications éditées par tous ces gens-là. On parle de Giovanni da Vigo, qui est chirurgien auprès du pape Jules II. Il écrit un livre en 1514 qui a eu un grand succès. Il va créer de nouveaux instruments comme le trépan. Il va y avoir des traitements des plaies à base de mercure qui sera ensuite très utilisé sur les patients. On a aussi Giovanni Andrea della Croce qui est de Venise, qui va publier un illustré de chirurgie de la guerre. On a aussi Guido Guidi, qui est nommé Vidius, qui est professeur au Collège de France. On a Gasparo Tagliacozzi, qui renouvelle la technique de la rhinoplastie, qui est une très ancienne chirurgie qui avait été introduite par les Arabes pour remplacer les nez qui étaient arrachés soit suite à un traumatisme, soit suite à des guerres. Et ce savoir de la rhinoplastie, en fait, se transmettait de père en fils. Il fut le premier à décrire la technique de la rhinoplastie en 1597. Et en fait, il prenait, attention, âme sensible s'abstenir, il prenait un greffon sur le bras du patient, donc ce qui supposait quand même une connaissance parfaite de la vascularisation. Et en fait, il le collait ensuite sur le nez pour que en fait, les chairs se recréent. Ça a été une technique qui a été condamnée par l'Église parce que finalement, l'Église considérait que ça modifiait l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est une technique qui sera abandonnée jusqu'au 19e siècle. Enfin, cet exemple démontre en fait que la médecine savante, elle a parfois eu des difficultés à faire approuver cette découverte en raison des interdits religieux. Les chirurgiens ambulants, ils vont connaître aussi de réels succès. Par exemple, Pierre Franco, qui est un chirurgien qui n'a pas de diplôme et qui n'est pas reconnu, et pourtant ça a été un des plus grands chirurgiens de son époque. Il était protestant, donc en fait il était persécuté. Il va quand même publier plusieurs ouvrages. C'est un spécialiste des hernies et des cataractes, et il invente des nouvelles techniques opératoires qui sont beaucoup plus sûres et avec moins de complications post-opératoires. Alors on cite le grand chirurgien parmi les grands, Ambroise Paré, qui est né en 1510 et qui est mort en 1590. C'est un monsieur qui est né à Laval. Il est placé adolescent chez un chirurgien barbier à Vitré. Alors lui, il parle ni latin ni grec et il sera jamais docteur en médecine et de toute façon, il s'en moquera toute sa vie. Son truc à lui, c'est vraiment soulager les souffrances, c'est sa vraie passion. Et en 1536, il commence sa carrière dans une zone de guerre, laquelle guerre avait elle-même évolué avec des armes à feu qui produisaient des nouvelles blessures qui n'étaient pas encore documentées. Et la poudre était réputée empoisonnée et c'est pour cette raison qu'on la cautérisait à l'huile bouillante, ce qui avait pour conséquence presque inéluctable de produire une nécrose et une infection qui était fatale. Et puis l'huile bouillante venant à manquer, finalement Paré il va tenter un pansement à base de jaune d'œuf, de miel et de térébenthine, et il a comparé en fait les deux techniques. Et son nouveau pansement a soulagé beaucoup plus que l'huile bouillante et ça ne causait pas de tumeur sur les plaies. Donc il décide de changer sa méthode. En 1541, il va ouvrir une boutique dans le quartier latin, mais il ne va pas arrêter en fait de partir en campagne.
c'est-à-dire partir sur les champs de bataille pour acquérir d'autres mérites, qui va acquérir une belle réputation de chirurgien des armées, et finalement sa fortune était déjà faite. Ça a été aussi l'un des pionniers de l'obstétrique médicale, mais on le connaît surtout pour sa fameuse ligature vasculaire après l'amputation, qui fut sa réelle innovation de chirurgien. C'était un véritable précurseur de la traumatologie, il va écrire plusieurs livres en français, puisqu'il ne parle pas le latin, sur ce sujet-là. Alors on a l'exact opposé de Paré, qui est Paracelse, qui lui est assez rebelle et provocateur, avec des thèses révolutionnaires. Lui, il refuse de lire le grec, le latin non plus, il ne veut pas en entendre parler. C'est aussi un chirurgien militaire, mais alors lui, il va brûler des ouvrages d'Avicenne et de Galien en place publique, et il va se servir de l'alchimie dans sa thérapeutique. C'est l'introduction d'une médecine chimique qu'on appelle iatrochimie, et ça va provoquer une grande bourrasque. Ça devait faire tout de même changer la médecine, surtout à une époque où apparaissaient de nouvelles maladies. Par exemple, la syphilis. Alors en 1575 et en 1577, on a 2 vagues successives de peste qui vont faire 25% de morts dans certaines régions italiennes. Cette maladie, en fait, qui revient assez régulièrement, comme je le disais tout à l'heure, ça faisait finalement un peu partie de la vie. La lèpre, en revanche, elle était en complète régression. Et le typhus, qui est un mal antique qui arrive en Europe à peu près au XVe siècle, c'est un germe qui est transmis par le pouls, va ravager l'Espagne. Et ce sera au XVIe siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce sera finalement le typhus, la maladie des armées en campagne. En 1510, il y a une grippe sévère en France que l'on qualifie de coqueluche. Et puis en Europe, en 1557, en 1580 et en 1593, de nouveau, elle fait des ravages. On a aussi ce qu'on appelait à l'époque la grande vérole, qui est la syphilis. Donc c'est une maladie qui sévissait depuis longtemps en Amérique du Sud. Il y a une grande contamination en Europe au XVe siècle, puisque c'est un trésor rapporté des conquistadors. Et un médecin espagnol raconte avoir soigné cette maladie dès 1493 sur le bateau de Christophe Colomb de retour en Espagne. Et puis ensuite, les marins vont diffuser le germe avec leurs énormes campagnes sous Charles VIII. Et en 1498, finalement, toute l'Europe est contaminée. Donc il y a un aspect assez spectaculaire de l'infection, et puis au milieu du XVe siècle, le tableau clinique va devenir plus modéré, et ça va devenir une maladie chronique qui évolue à bas bruit. On se met alors à faire des recherches. Alors, on sait évidemment que c'est une origine sexuelle, c'est assez évident, et ça consacre dans ce sens le caractère immoral de la maladie. On va même aller jusqu'à bannir les malades de la ville en 1496 à Paris. Et donc, la vérole va prendre la place qui a été laissée libre par la lèpre. C'est avec cette maladie qu'on va jeter les bases de l'infectiologie et de l'hygiénisme. Alors, on va voir un médecin qui va s'appeler Fracastor, qui est philosophe, mathématicien et médecin, et il va travailler en 1500 à Padoue, en même temps que Copernic. Et il écrit un poème sur un jeune berger qui est marqué des mêmes symptômes que la grande vérole et qui s'appelle syphilis. Et son prénom va devenir celui de la maladie. En 1546, il va fonder une nouvelle théorie avec une hypothèse de contamination interpersonnelle pour expliquer les épidémies. Et il va se prononcer en faveur de leur transmissibilité d'un malade à l'autre. Donc il a une intuition de petites particules matérielles invisibles qui seraient capables de se multiplier et qui seraient transmises par contact direct ou projeté, qu'il appelle des germes primordiaux. Alors il faudra encore attendre 3 siècles pour voir apparaître la naissance de la bactériologie, mais sa théorie a quand même le mérite de poser les bases et va conduire à l'isolement des malades, la quarantaine et la désinfection des locaux qui abritaient les malades. Alors la période suivante, c'est le XVIIe siècle, c'est le rationalisme médical. À cette époque, au niveau du contexte, on a quand même une révolution philosophique. Il y a la physique expérimentale et quantitative qui se développe. On a la chimie scientifique aussi qui apparaît. On a notre fameux René Descartes qui nous dit qu'il faut douter de tout. Et on a la figure de Copernic qui venait de révolutionner la vision de l'univers. Galilée va reprendre ensuite le flambeau dès 1595 et en 1687, Isaac Newton nous dit que l'esprit humain pourrait mesurer finalement l'univers et en écrire les lois.
Donc en quelques décennies, il y a tout un pan de la science antique qui va s'effondrer et la percée aussi de la chimie avec des médecins comme Jean Ray qui est un périgourdin, un chimiste amateur et qui postule sur la matière comme un agrégat primaire de minuscules petites particules. On va avoir William Harvey qui enfin va découvrir la circulation et qui va créer la querelle des circulateurs dans le sens des spécialistes de la circulation sanguine. Ce William Harvey, il devient médecin de Jacques Ier, qui est le roi d'Angleterre, puis de son fils Charles Ier, et il théorise la circulation du sang via le cœur en s'affranchissant totalement de Galien. On a aussi Sydenham, qui est un créateur de la nosologie, c'est-à-dire de la science qui classifie les infections et qui sera à la base du système médical moderne du 19e siècle. Donc il fournit une description par exemple de la scarlatine, de la rougeole, de la varicelle, qu'on confondait souvent à l'époque toutes les deux. Pour en avoir souffert lui-même, il va produire un traité sur la goutte. Pour lui, les signes de la maladie, c'est les témoins des essais du corps de rétablir un espèce d'équilibre naturel, et il ne faut pas combattre ces symptômes eux-mêmes, mais il faut les observer pour reconnaître la maladie. C'est qu'il reconnaît lui aussi le caractère contagieux et transmissible des germes. Il y a un nouveau regard sur le corps qui va se faire, puisque il y a le monde microscopique qui va s'ouvrir au regard des gens de cette époque. Après quelques procédés d'observation qui venaient de Galilée lui-même, en 1625, le microscope va être inventé par Faber van Bamberry. C'est quelque chose qui vaut très cher à l'époque, qui provoque l'amusement des salons et des cabinets de curiosité, mais qui n'est à cette époque-là pas beaucoup développé. C'est Marcello Malpighi, qui vient de Bologne, qui va faire les premières observations microscopiques, qui va travailler sur les tissus des animaux, et finalement il va fonder la science qu'on va appeler plus tard l'histologie. Et c'est le premier véritable biologiste. Il va publier de manière hebdomadaire toutes ses découvertes sous forme de lettres à partir de 1661. Par exemple, il fait une parfaite description des alvéoles pulmonaires, de la substance grise et blanche du cerveau et des ganglions lymphatiques. Et en 1661, il va finaliser la théorie circulatoire d'Harvey puisqu'il va découvrir les vaisseaux capillaires et les hématies. On peut citer aussi quelqu'un qui a un nom de famille absolument imprononçable, je ne sais même pas si je vais m'y risquer, c'est Antoine van Leeuwenhoek. C'est imprononçable. Leeuwenhoe, imprononçable. Simple huissier de la chambre des échevins, il utilisait le microscope pour couper les fils, mais il va aussi observer toute sa vie le monde du vivant et il va envoyer chaque découverte à la Royal Society, qui va finir par l'admettre dans ses rangs en 1680. Cette non-appartenance au monde médical lui vaudra beaucoup de sarcasme, mais il va quand même découvrir les capillaires et les globules sanguins, les êtres unicellulaires, les premières bactéries observées dans le tartre dentaire. Bref, le microscope avait ouvert un nouveau monde. Alors à cette époque, on pense qu'il y a une création spontanée de la putréfaction. Alors par exemple, on pensait que le rat pouvait être produit à partir d'une chemise sale. Et finalement, c'est Pasteur en 1864 qui clôt le débat en démontrant que la génération spontanée n'existe pas. Mais on ne savait pas encore à l'époque comment de l'œuf ovarien et de la semence masculine pouvait naître un embryon. Par exemple, dans l'Antiquité, on pensait que la lubrification féminine, c'était la semence féminine et que mélangée au sperme, ça produisait un embryon. Bon, cette théorie, elle a été mise à mal dès 1677 par Bartholin, qui découvre que les sécrétions ne sont pas la semence, mais c'est juste une sécrétion produite par les glandes de chaque côté du vagin, auquel il donnera d'ailleurs son nom. Il y a deux courants. Il y a le courant où on pense que l'embryon se développe petit à petit suivant un programme, et l'ovisme. L'ovisme étant le fait que l'embryon existe déjà en tout petit dans les semences. On aboutit à une spécialité qu'on appelle l'obstétrique. Au début du XVIIe, les sages-femmes, elles sont de mieux en mieux formées. Elles sont apprenties à l'Hôtel-Dieu pendant 3 années. Ensuite, elles passent à un examen, qui est certes rudimentaire, mais elles passent l'examen à Saint-Côme, qui est le collège des chirurgiens. À cette époque, l'accouchement, il n'est pas sans danger, ni pour la mère, ni pour les enfants, et c'est pourquoi on le médicalise de plus en plus au XVIe siècle, et notamment avec Paré, donc le fameux Ambroise Paré dont on parlait tout à l'heure, qui va indiquer la conduite pour une présentation par le siège, et qui nécessite de bien connaître l'anatomie,
l'anatomie et qui doit donc être faite par un chirurgien. Pareil, il présente aussi des spéculums et la césarienne qu'il va expliquer dans son livre, mais lui il n'osera jamais la pratiquer de son vivant. Et selon les archives, en fait, la première césarienne sur une femme vivante, ça a été fait en 1500, alors dans des conditions qui sont assez effroyables, puisqu'apparemment c'était un fermier qui avait lui-même libéré sa femme. Il faut lire le livre pour avoir ce détail croustillant. Au XVIIe siècle, il y a deux figures de l'obstétrique qui marquent la période. On a Louise Bourgeois, qui est l'épouse d'un chirurgien barbier qui a été élève de Paris. Et c'est l'accoucheuse de Marie de Médicis. Elle a mis au monde Louis XIII et elle va écrire en 1626 un recueil de conseils professionnels où va s'ébaucher un petit peu l'éthique de la sage-femme. Et la deuxième figure, ça va être François Morisseau, qui est un maître chirurgien. Et lui, il a une longue pratique des accouchements à l'Hôtel-Dieu aux côtés des sages-femmes, où finalement se déroule un grand nombre d'accouchements. Il va écrire un traité sur l'accouchement avec des grandes illustrations anatomiques et on va d'ailleurs lui reprocher la crudité et l'impudeur de ses dessins, mais cet ouvrage a l'avantage de passer en revue tous les grands problèmes de la spécialité. Alors ces deux personnes-là, elles vont faire entrer l'art d'accoucher par la grande porte dans le monde de la médecine. Et il va y avoir des grandes découvertes au XVIIe siècle. Mais à l'instar de la fac de médecine, les mentalités ne sont pas toutes prêtes à une réforme de leur discipline, puisque la médecine et la chirurgie semblent stagner malgré des superbes avancées qui se sont déroulées pendant tout ce siècle. Et en témoignent notamment les cahiers de médecine de la cour, où finalement on va consigner les moindres maux et les remèdes du roi, qui ne sont à l'époque que des saignées et des lavements. Mais il faut tout de même relever la guérison de la fistule anale de Louis XIV par Charles Félix, qui fut ensuite anobli. Quelques nouveautés quand même. En 1665, la transfusion sanguine entre deux animaux, puis entre un mouton et un homme, qui mourut pour des causes d'hémolyse. Et une nouvelle tentative et même conséquence, et de fait, le procédé a été interdit en 1668. On a aussi à cette époque la naissance du journal médical. Alors on arrive au XVIIIe siècle qui est le siècle des Lumières et donc la médecine va suivre. On a le droit à un petit florilège de toutes les avancées. On fait des expériences et on découvre la vraie nature essentiellement chimique de la digestion. Avant, on pensait que c'était une espèce de décoction et qu'ensuite c'était une putréfaction, ou alors que l'estomac triturait les aliments pour les broyer. Donc là, on découvre essentiellement le rôle chimique de la digestion. En 1791, il y a la première insémination artificielle chez une femme. Il va aussi y avoir de plus en plus de collaboration entre différentes disciplines comme les physiciens, les chimistes, les physiologistes, et on découvre les échanges gazeux de la respiration, notamment grâce à des collaborations de la sorte. Et ça met en évidence la nécessité d'une communauté scientifique qui doit collaborer et échanger. Alors Lavoisier, qui est un avocat, va devenir ensuite chimiste, puis directeur de l'Académie des sciences, et il va finir de formaliser la théorie de l'oxygénation du sang par la respiration. Il y a aussi Galvani qui va découvrir le mouvement des muscles par l'impulsion électrique qui est transportée par les nerfs. Et puis au XVIIIe siècle, il y a la naissance de l'enseignement clinique. Clinique, ça vient du mot cliner, qui veut dire le lit, c'est-à-dire la visite du patient dans son lit. C'est un nouveau statut qui est accordé aux malades et une nouvelle façon de transmettre les connaissances qui vont trouver leur place dans ce nouveau lieu qui est l'hôpital. Au XVIIIe siècle, en France, il y a environ 130 hôpitaux et ils recevaient chaque année 20 000 patients. Et il y avait trois grands établissements. Il y avait l'Hôtel-Dieu, où on entrait finalement pour mourir, l'hôpital général créé en 1656 qui regroupait Bicêtre et Salpêtrière, et le grand bureau des pauvres qui avait une vocation plutôt religieuse. Les personnes les plus aisées n'allaient pas à l'hôpital. Elles étaient vues, elles étaient soignées et elles étaient même opérées chez elles à domicile. En 1745, il va y avoir un médecin qui s'appelle Allen Brugger qui est fils d'aubergiste et qui voyait son père en fait procéder à des percussions sur les barriques de vin pour mesurer la quantité qui restait dans les barriques. Et ça va lui inspirer la percussion thoracique qui va rester ensuite pour l'examen physique des patients et qui va être ensuite perfectionnée par l'ANEC qui va créer une méthode clinique établie en 4 piliers qui est l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. Il va y avoir la naissance des spécialités et la première va être la cardiologie et notamment avec Sénac
qui a été formé à Montpellier. Il est médecin du roi dès 1752 et les pathologies cardiaques sont donc à cette époque assez bien connues, mais comme toujours, en fait, c'est la thérapeutique qui fait défaut. On connaît la maladie, mais on n'a pas vraiment de remède pour les soigner. Avec François Boissier-Sauvage, on assiste à la naissance de la nosologie. Et la nosologie, qu'est-ce que c'est? C'est le classement des maladies par leurs symptômes. Le statut de la maladie mentale, c'est un domaine qui est encore lésé. À partir du XVIe, l'Église ne va pas permettre de médicaliser la folie des démoniaques, puisque c'est finalement menacer le pouvoir de l'Église et des fondements même de la foi. Et c'est Kuller qui va employer pour la première fois en 1766 le terme de névrose ou de neurose. Et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, finalement, le fou, c'est juste un aliéné. Et Philippe Pinel va poser les fondements de la psychiatrie moderne avec son élève qui s'appelle Esquirol, qui va ensuite poursuivre ces fondements-là à l'hospice de Charenton, là où séjournait le fameux marquis de Sade. Donc la clinique et la raison triomphe, mais demeure l'impuissance lourde de la thérapeutique. Et à part les clistères et la saignée, les médecins sont sceptiques devant les traitements chimiques plutôt prédisposés à laisser faire la nature, et surtout en ce qui concerne la fièvre, qu'ils considèrent encore à l'époque comme une réaction qui était saine. Mais on ne peut pas nier que la pharmacopée a tout de même fait des progrès. On a à présent le mercure pour désinfecter, on a l'opium appelé laudanum pour vaincre les douleurs et les spasmes digestifs, le quinquina qui est rapporté des Amériques et qui soigne la fièvre, de la malaria notamment, l'épica qui est utilisé comme antidiurétique qui a été importé du Brésil, feuille de digital pourprée qui donne la digitaline. Il y a un mouvement chirurgical qui démarre au XVIIIe, alors malgré la mise sous tutelle des barbiers par la faculté de médecine, comme on l'a vu plus haut, mais les chirurgiens, ils ont pris les devants dans les hôpitaux et ils se forment sur le terrain. Et les chirurgiens vont montrer une velléité à résister aux dictats des médecins. Et en 1743, le roi Louis XV, qui est fortement influencé par son propre chirurgien, va accorder aux chirurgiens une véritable charte de droits et de devoirs qui les sépare à jamais des barbiers et qui les affranchit aussi de la faculté de médecine de Paris. Alors ce qu'on constate, c'est quand même que les chirurgiens ont été d'excellents pédagogues et des vrais chefs d'école. Par exemple, on a Jean-Louis Petit, qui est un grand spécialiste de la fracture, de la rupture du tendon d'Achille et de l'amputation, pour laquelle il réduit les usages et il invente un garrot muni d'un tourniquet à vis pour éviter les hémorragies. C'est le premier à faire la différence entre la perte de connaissance sans conséquence et la commotion cérébrale qui peut survenir jusqu'à 24 heures après le traumatisme crânien. On a Pierre-Joseph Dessau qui est connu pour l'organisation d'un enseignement de qualité. Il dirige les chirurgiens de l'Hôtel-Dieu dès 1785 et il va créer en 1791 le journal de chirurgie. Et ça va être un des enseignants de Xavier Bichat, dont on parlera plus tard. L'ophtalmologie, c'est un domaine qui va se révéler au travers de Sénac, le médecin Sénac. Il a mis au point une nouvelle technique pour la cataracte suite à un accident opératoire. Et il a fait une bourde et en fait, il se retrouve à découvrir une technique pour la cataracte. Il va devenir oculiste ordinaire du roi. Pour ce qui est de l'art des accoucheurs, ça a été dominé par Baudeloc en Europe. Il s'attaque dès la thèse à l'ancêtre de la césarienne, qui est réputée presque toujours mortelle, et il va former des sages-femmes, et par là même va faire en sorte qu'elles soient toujours sous la tutelle des obstétriciens. On parle maintenant du cas de Jenner, qui est l'inventeur finalement de l'aventure vaccinale. On parle souvent de Pasteur, mais Pasteur en fait s'est inspiré des travaux de Jenner et il ne s'en est jamais caché, mais on ne parle que très peu de Jenner. Donc les épidémies de maladies infectieuses à cette époque, c'est un fléau. Par exemple, la variole avait tué 60 millions de personnes au XVIIIe siècle et comme toujours, la thérapeutique elle est impuissante, mais petit à petit, la prévention faisant son chemin, elle commençait tout de même à avoir des effets positifs. Les Chinois, ils vont constater que on n'attrape pas 2 fois la variole et ils vont commencer à procéder à de la variolisation. C'est-à-dire qu'ils font inhaler des croûtes séchées de pustules de varioleux à des gens sains
pour les immuniser. C'est une technique qui a été ensuite diffusée en Perse et en Turquie. Et en 1717, il y a Lady Montague, qui est la femme de l'ambassadeur à Constantinople, qui va le tester sur son fils de 3 ans. C'est un grand succès, et du coup, cette Lady Montague va faire une grande promotion de ce procédé auprès de son amie, la princesse de Galles, qui finit par en parler au roi, qui le fait tester sur ses condamnés à mort. Alors c'est un vrai succès et la variolisation devient à la mode, si bien qu'en 1761, c'est une méthode qui est perfectionnée par des micro-piqûres avec Angelo Gatti, mais c'est une méthode qui n'est pas sans danger et qui est seulement autorisée à la campagne, et c'est de la campagne que va venir justement une autre solution avec Édouard Jenner. Donc Édouard Jenner, il est né en 1749 et il meurt en 1820. Il a été médecin de campagne et il entend les vachers qui se plaignent d'avoir attrapé ce qu'on appelait la picole de leur vache. Donc c'est une maladie qui est proche d'une variole. Et ces vachers qui avaient attrapé la picole, finalement, n'attrapaient pas la variole. Et la vaccine, du latin vacca, qui veut dire vache, c'était une maladie fréquente de la vache qui provoquait des pustules sur les pies et que les fermiers attrapaient en faisant la traite. Et cette vaccine pourrait, selon Jenner, protéger les paysans qui l'avaient attrapée contre la variole. Donc la conclusion, c'est qu'il inoculait une maladie bénigne et il protégeait le patient avec moins de risques qu'en effectuant une variolisation. Alors dès 1801, sa méthode est adaptée en Europe, puis ensuite en Amérique, où même Thomas Jefferson se fait vacciner. Donc c'est là que vient le terme vacciner, ça vient de la maladie vaccine de la vache. Et les armées se firent toutes vaccinées dès 1800. Alors en 1880, c'est au tour de Pasteur qui va mettre au point une méthode contre le choléra des poules et il a voulu lui donner le nom de vaccination justement en hommage bien mérité à l'inventeur de la prophylaxie anti-infection. Alors au XVIIIe siècle, donc c'est le siècle des rationnels, mais on voit aussi apparaître un mouvement assez original qui s'appelle le magnétisme animal de Mesmer, qui est un Autrichien, et lui il va poser les principes du magnétiseur qui, par l'imposition de ses mains, serait capable de rétablir un équilibre interne. Donc on parle là de transmission de fluide. Et Mesmer, il a connu un succès incroyable qui va être imbriqué dans la franc-maçonnerie et qui va donner naissance in fine en 1785 à l'hypnose médicale. La Révolution va tasser un peu le mouvement qui va ensuite nourrir d'autres influences comme le spiritisme vers 1850. Et au XIXe siècle, Charcot, qui est un éminent neuropsychiatre, fera usage de l'hypnose en utilisant les bases de la médecine magnétique, et ce, devant un de ses élèves, le bien nommé Monsieur Freud. Alors, en ce qui concerne l'homéopathie, c'est Samuel Hahnemann qui va créer ce mouvement. Donc, c'est lui aussi un médecin de campagne qui vit une crise économique en Allemagne en 1791 et qui n'arrive plus à soulager ses patients avec ses maigres ressources thérapeutiques. Et il ne croit pas au saigné ni au lavement. Et du coup, désespéré parce qu'il se trouve désemparé, il arrête la médecine et il va se consacrer à sa passion qui est la chimie. Et il va traduire des livres de médecine pour gagner sa vie en complément. Alors il va tester sur lui tout un tas de substances comme le quinquina, le mercure, la digitale, la belladone, et en 1796, il fonde l'homéopathie. Le principe, c'est que ces substances à forte dose, elles provoquent les symptômes qu'elles sont censées guérir à faible dose. Il va être frappé de procès de la part de ses confrères et des pharmaciens parce qu'en fait, il voulait préparer ses remèdes lui-même. Et pour comprendre la naissance de l'homéopathie, en fait, il faudrait reprendre un peu le contexte du XVIIIe siècle, à savoir que en fait, la thérapeutique est décevante, voire inexistante et donc impuissante. On a un système médical qui est abstrait, qui est complètement détaché du réel, et on a une vérification expérimentale qui devait être la base de la médecine.
Ce qui pose problème, ce qui pose question dans l'homéopathie, c'est son principe de dilution infinitésimale, d'ailleurs qu'il n'explique pas, hein. Et il impose dans la préparation des remèdes des principes de dynamisation, c'est-à-dire par exemple l'agitation supposée nécessaire pour activer le produit dilué. Alors ce qu'il ne justifie jamais de manière rationnelle au moment de la chimie triomphante, donc c'est un peu problématique. Mais quelle que soit l'efficacité réelle de l'homéopathie, certains soulèvent quand même l'importance des facteurs psychologiques dans le processus de guérison du patient. La médecine révolutionnaire va arriver avec Bichat, dont on parlait tout à l'heure, et sa théorie tissulaire. Avec les bouleversements de la Révolution, il va y avoir la suppression des universités françaises de 1793 à 1803. Du coup, il n'y aura aucun enseignement et aucun diplôme pendant cette période-là, mais des écoles de santé vont se substituer à Paris, à Montpellier et à Strasbourg. Et la nouveauté, c'est qu'il va y avoir la réunion des chirurgiens et des médecins dans une même école. Et des nouvelles matières vont être enseignées, comme la médecine légale, l'histoire de la médecine, la physique, la chimie. Mais finalement, la réelle nouveauté, c'est l'adossement définitif de l'enseignement théorique à la pratique dans les hôpitaux devenus publics. Donc on y pratique la médecine d'observation et ce modèle va s'imposer dans toute l'Europe et c'est Bichat qui va avoir une pratique particulière de l'autopsie, qui va découvrir que la maladie n'affecte pas un organe, mais les tissus qui le composent. Alors le 19e siècle, c'est la révolution médicale. On va voir à cette époque-là des grands médecins comme Jean-Nicolas Corvisart, qui est médecin de l'empereur. On va avoir Laennec, qui est né à Quimper, qui étudie à l'Hôtel-Dieu de Nantes, qui devient élève justement de Corvisart. Et ce Laennec, il meurt à 45 ans de la tuberculose pulmonaire, mais il va laisser son nom à de nombreuses découvertes et notamment c'est l'inventeur du premier stéthoscope qui est au début en bois avec un embout plus large pour le corps et un plus petit pour l'oreille du praticien. Donc c'est la naissance avec cet outil de l'auscultation médiane. Et là, il se consacre aux pathologies pleuro-pulmonaires. Il va décrire en quelques années toutes les variétés de souffle et de râle, de bruit, de frémissement et de frottement. Comme autant de traductions sonores d'une lésion particulière que le stéthoscope permet de voler à l'opacité du corps. Alors, stéthoscope, ça vient du mot stétos, qui veut dire poitrine, et scorpion, qui veut dire regarder. Donc, il décrit aussi très bien la cirrhose atropique, dite de Laennec. Il observe le crachat perlé de la crise d'asthme, les hernies diaphragmatiques. De nombreux médecins vont prendre ensuite sa suite, puisqu'il meurt très jeune. On a aussi Pierre Fidel-Bretonneau, qui est un spécialiste des fièvres intestinales, de la typhoïde, de la salmonellose, de la dysenterie. On a Armand Trousseau, qui est élève de Bretonneau. Lui, c'est un médecin renommé. C'est le premier qui influence les États-Unis. C'est un spécialiste de la typhoïde, de la diphtérie, de la trachéotomie ou encore de l'asthme et il va être très porté sur les maladies infantiles. Les grands médecins finalement apparaissent sur tout le continent et c'est aussi grâce à la diffusion des connaissances par les revues scientifiques et bientôt par les premiers congrès de médecine qui voient le jour à cette époque-là. Autre chose très importante à cette époque, c'est la naissance de la biologie médicale en la personne de François Magendie. Donc lui, il inaugure la pharmacologie expérimentale dès 1809 et il se penche sur l'action de certaines drogues végétales et des substances chimiques récemment isolées comme la trichine ou l'émétine qui sont extraites de l'épica. Et il revient sur le mystère de la digestion après tant d'autres et il va faire aussi de grandes découvertes dans le domaine neurophysiologique. Alors Claude Bernard, qui est son élève, va découvrir la fonction glycogénique du foie, sa capacité à produire son propre sucre et va montrer la parenté entre ce glycogène et l'amidon végétal.
Il va étudier l'effet toxique du CO2, dont il découvre l'action asphyxique par blocage de l'hémoglobine, puisque à l'époque c'est une cause fréquente de mort, puisque toutes les maisons sont équipées de poêles à charbon. Il va aussi étudier les propriétés myoplégiques du curare et ensuite il va les mettre à profit dans des protocoles d'anesthésie générale. Lui, ça va vraiment être un praticien de ce qu'on appelle une médecine expérimentale. Au milieu du 19e siècle, l'anatomie et la pathologie se rejoignent avec l'émergence de la théorie cellulaire. Le problème, c'est qu'à l'époque, la qualité des microscopes est affreuse. On a énormément de difficultés de mise au point, on a une faible maîtrise du flux lumineux, mais en 1840, ces deux problèmes ont été résolus. Et cette fois, ça a été le vrai départ des études microscopiques. Il y a un botaniste qui affirme que la cellule est un petit organisme en soi et que les plantes, finalement, ne sont que des agrégats de cellules individuelles et dotées de leur propre existence. Et les anatomistes vont faire des rapprochements entre ce que annonçait ce botaniste et leurs propres observations sur les corps. Il y a un Allemand qui s'appelle Rudolf Ludwig Karl Virchow qui va découvrir la leucémie et par là même, il va mettre à jour l'idée de lésion cellulaire ou d'anomalie cellulaire qui serait la cause des maladies. Et là, ça va vraiment être un grand tournant qui va être imposé par la découverte biologique. C'est aussi le temps d'une nouvelle technique, celle du laboratoire. Après le dosage chimique des substances, il va y avoir le temps de la biopsie. Les prélèvements de tissus et de cellules vont pouvoir être faits pour des études microscopiques. Enfin, on arrive à la fameuse révolution pasteurienne et l'invention de l'infectiologie. Alors, Louis Pasteur, il est né en 1822, il meurt en 1895. Alors, il étudie la chimie. Il va devenir doyen et professeur de chimie à la jeune faculté de chimie de Lille. Il va être contacté par les industriels de la bière qui connaissaient souvent des graves mécomptes lors de la fermentation alcoolique avec une apparition aléatoire de fermentation parasite. Et il découvre par expérimentation que les changements dans les conditions de culture peuvent provoquer différentes fermentations. En sachant qu'il y a plusieurs fermentations, on a la fermentation alcoolique, la fermentation lactique, acétique ou butyrique qui est finalement la putréfaction. Alors, il va découvrir sous son microscope les germes aérobies, c'est-à-dire ceux qui vivent avec l'oxygène, et les germes anaérobies, c'est-à-dire qui vivent sans oxygène. Et dès ses premières découvertes, il en sortira sa technique de chauffage pour éliminer un ferment indésirable, ce qu'on appellera la pasteurisation. En 1868, il est victime d'une hémiplégie qui va le paralyser en fait sur son côté gauche, donc son bras et sa jambe gauche sont paralysés. Ce qui ne l'empêche pas en 1873 de rentrer à l'Académie de médecine avec tous les honneurs. Et à cette époque, les ovins français sont frappés par une maladie qu'on appelle le charbon. Et Pasteur et son collègue Joubert vont réussir à isoler le bacille aérobie qui est responsable et vont montrer que l'infection se transmet par l'alimentation. Et finalement, les 20 années qui vont suivre vont voir fleurir la bactériologie avec l'isolation des germes de toutes les maladies infectieuses courantes et parfois les plus meurtrières. Et Pasteur lui-même va isoler le staphylocoque, le streptocoque, alors que d'autres vont isoler le germe du choléra, de la lèpre, de la diphtérie, de la méningite, de la peste, etc., etc. Donc il y a des siècles de chimères qui se dissipent enfin et on donne le nom de microbe à ce nouveau monde. Alors microbe, ça vient du mot micros qui veut dire petit et bios qui veut dire vie. Et on sait désormais comment et pourquoi les maladies infectieuses se propagent, mais pour autant, la thérapeutique demeurait toujours
sans pouvoir. Pasteur, finalement, pendant ce temps-là, il pense souvent à Jenner et à la vaccination prophylactique, et il tente d'inoculer une souche atténuée par un antiseptique du bacille du charbon à des mammifères. Et puis quelques jours plus tard, il inocule une souche virulente du bacille du charbon à ces mêmes animaux. Et qu'est-ce qu'il constate? Il constate que les animaux qui n'ont pas été vaccinés sont morts, alors que les autres sont en parfaite santé. Autre moment important de la vaccination, en 1885, on amène à Pasteur un jeune homme qui s'est fait mordre par un chien enragé. Et la maladie préoccupait déjà Pasteur depuis plusieurs années. Et en fait, il n'avait jamais réussi à isoler le germe, puisque, en fait, s'agissant d'un virus, il était inaccessible à l'examen microscopique. Mais en fait, les effets de la rage étant nerveux, il supposait que le germe, il se cachait quand même dans le cerveau ou dans la moelle. Donc, il a pu avoir accès à de la moelle rabique desséchée de chiens, dont finalement le virus n'était plus dangereux, mais qui pouvait tout de même servir à l'immunisation. Et il a fait des essais sur des chiens lesquels essais ont été concluants. Mais il ne savait pas si ça allait marcher sur un homme. Donc, entre le 7 et le 16 juillet, Pasteur va injecter au jeune homme 13 doses successives de moelle épinière rabique desséchée. Alors, cette moelle, elle va être de moins en moins ancienne et de plus en plus proche de la virulence, jusqu'à la dernière dose, lui inoculer carrément de la moelle fraîche d'animal enragé. Et finalement, l'enfant guérit. Et c'est comme ça que Pasteur est entré dans la légende. Problème intéressant à soulever pour le chirurgien de l'époque, c'est la gestion de la douleur immédiate et atroce du geste opératoire. Cette douleur-là, elle obligeait alors au mieux à œuvrer dans un stress majeur et le plus vite possible, et au pire à faire comme on pouvait. Et souvent, on faisait des pansements froids. On compressait des gros troncs nerveux ou encore on compressait la carotide du patient, ce qui avait pour effet de provoquer une certaine perte de connaissance. Donc c'était des techniques qui pouvaient être utilisées, mais c'était un petit peu du bricolage quand même, hein. Et au début du XVIIe siècle, on utilisait surtout du vin chaud. En 1799, il y a un chimiste qui s'appelle Humphrey Davy qui étudie le protoxyde d'azote qu'on appelait le gaz hilarant, et il va découvrir par hasard en allant à une fête foraine ses propriétés anesthésiantes. Ce gaz, en fait, il a connu qu'un succès dans les foires, dans les fêtes foraines. C'est que plus tard, vers 1844, qu'il y a un dentiste américain qui s'appelle Horace Wells qui refait l'expérience sur lui pour se faire arracher une dent. Mais finalement, c'est un échec parce que les propriétés de cet anesthésique sont trop légères. Il faudra attendre Morton, qui est l'élève de Wells, qui va se tourner vers l'éther sulfurique, qu'on utilise surtout pour calmer à l'époque les crises d'asthme. Et Morton va endormir son épagnole, puis ensuite quelques amis avec de l'éther. Et en 1846, il y a la première ablation d'une tumeur maxillaire sous éther. Et ça a été un succès, si bien qu'à Londres, ensuite, on réalise une amputation de la jambe sans douleur, et ça, c'est une avancée miraculeuse. Une amputation qui n'implique pas de souffrance, c'est absolument remarquable. En 1847, c'est le chloroforme qui entre en jeu, et notamment pour les accouchements. Et parallèlement, on a aussi la création de l'anesthésie locale. Alors, on connaissait la coca avec les Incas, qui utilisaient les feuilles comme analgésique local pour la gorge. Et en 1884, c'est Karl Kohler, qui est ophtalmo, qui a eu l'idée d'utiliser le principe actif de la coca, donc la cocaïne, extraite depuis 1859 pour anesthésier l'œil pendant ses interventions, avec quelques gouttes directement versées sur l'œil. C'est un succès qui en suscita de nouveau, et on a appris à l'injecter par voie sous-cutanée. Et ensuite, il y a eu le premier essai d'anesthésie tronculaire et de rachis anesthésique.
Alors l'autre problème majeur de l'époque, c'est la mortalité post-opératoire, puisqu'elle demeurait quand même assez importante. On n'avait pas encore résolu le problème de ce qu'on appelait la fièvre des plaies. C'était la terrible et l'implacable infection post-opératoire. Et il y a Samuel Weiss qui est le premier à identifier en 1846 le lavage des mains comme prophylaxie de la fièvre puerpérale des femmes qui venaient d'accoucher. Il y avait deux services où les femmes accouchaient. Un premier était géré par des médecins et un deuxième était géré seulement par des sages-femmes. Et dans le service qui était géré par des médecins, les femmes étaient beaucoup plus frappées par cette infection que dans l'autre service. Et en fait, il se rend compte que dans le service où les médecins géraient les femmes, le matin, ces mêmes médecins allaient disséquer des cadavres et ils ne se lavaient pas forcément les mains. À l'époque, ça n'existait pas, hein. C'est même pas sûr qu'il y avait accès, il n'y avait pas d'eau courante, donc il y avait accès vaguement à une fontaine et de toute façon les médecins s'essuyaient sur leur tablier, le médecin avait de toute façon les mains propres. Et c'est lui qui va identifier que ces médecins-là, pratiquant des dissections sur des cadavres le matin, allaient ensuite toucher les femmes qui venaient d'accoucher sans se laver les mains et propageaient des bactéries qui provoquaient des infections. Le problème, c'est que quand il a suggéré le lavage des mains, tout le monde s'est moqué de lui, il a été mis au placard et il a fini sa vie en dépression. Et c'est John Lister qui prend conscience que les miasmes ne sont pas dans l'air, mais ce sont des êtres vivants, microscopiques, qu'il faut combattre. Et il en tire des mesures simples, à savoir le lavage des mains dans une solution de phénol, le trempage des instruments dans le même phénol, des pansements de gaz phéniqués. Et on aboutit à des résultats post-opératoires absolument concluants. Alors lui aussi il a dû faire face aux mêmes obstacles que Samuel Weiss, mais lui sa réputation lui a permis finalement de faire front et il fut quand même mis à l'écart par ses confrères, mais finalement une opération qu'il mène avec Paget va lui redonner ses titres de noblesse et la situation va être renversée du jour au lendemain. Puis ensuite, on va voir arriver la désinfection avec de l'eau bouillante, avec la flamme. Il va y avoir l'arrivée des calots, des blouses et surtout des gants en caoutchouc en 1880. Alors le XXe siècle, c'est l'envol de la médecine. On est toujours dans l'impuissance thérapeutique. On a découvert l'aspirine en 1897, donc pour les douleurs. On utilise la digitaline pour la toux, mais c'est à peu près tout ce qu'on est. On n'a rien contre les infections, si bien que même un furoncle pouvait tuer. On va voir apparaître la sérothérapie avec Émile Roux de l'Institut Pasteur. Lui, il va filtrer le germe de la diphtérie et cela va donner ce qu'il nomme la toxine, c'est-à-dire le virus qui est désactivé. Et on s'aperçoit que cette toxine permet au corps de fabriquer des antitoxines qu'on teste avec un grand succès à l'hôpital des enfants malades. Il va refaire exactement le même processus pour le tétanos en 1890. Si bien qu'en 2 ans, la sérothérapie avait fait reculer 2 périls mortels. Le problème, c'était que certains germes ne produisaient pas de toxines et certaines personnes avaient aussi des chocs anaphylactiques en réaction au vaccin qui étaient produits sur des cellules de cheval. L'ère vaccinale, en 1915, il y a la première campagne de vaccination contre la typhoïde dans les armées, ce qui va la faire grandement reculer. On a l'anatoxine en 1920 qui donne une nouvelle génération de vaccins et enfin la médecine pouvait soigner. Alors la médecine à l'heure de l'aventure coloniale, c'est aussi tout le lot des maladies exotiques. La France ne va pas s'investir réellement avant 1880 dans les colonies et les scientifiques de l'Institut Pasteur vont y faire de grandes découvertes, à l'image de Albert Calmette. Il commence sa carrière, lui, dans les colonies françaises. Il fait partie du corps de santé des colonies et des pays du protectorat. Et il s'engage comme médecin colonial. Pour s'y préparer, en fait, il va rentrer à l'Institut Pasteur où Émile Roux donne des stages de bactériologie. Et en 1891, il va partir à la demande de Pasteur lui-même pour fonder une filiale à l'Institut de Saigon.
Il crée un centre de production de vaccins antivarioliques et antirabiques, mais il va se heurter aussi au grave problème des morsures de serpents et notamment de cobras. Il va mettre au point un sérum à son retour en France et ensuite il va retourner diriger l'Institut Pasteur de Lille en 1894. On a aussi Yersin, qui est toujours de l'Institut Pasteur et qui est assez proche de la Chine quand l'épidémie de peste va éclater en 1894. Et comme il a travaillé aussi avec Roux à l'Institut Pasteur, ce dernier va lui demander d'isoler le germe. Et lui, il va identifier le rat comme agent vecteur, mais en fait, il ignore encore que c'est la puce du rat qui transmet la maladie. Il va lui aussi mettre en route une sérothérapie qui verra bientôt le jour. Il y a aussi Alphonse Lavéran qui part en Algérie pour régler la question du paludisme qu'on appelait la malaria. Il va isoler le germe et il découvre que cette maladie ne se transmet pas de malade en malade et il fallait découvrir le vecteur. Et lui, il pense immédiatement aux moustiques qui sont tellement nombreux dans les zones d'épidémie qu'il a observées. Et il va découvrir que le parasite, il est présent dans les glandes salivaires d'un certain type de moustique. On a aussi Charles Nicolle, il part ouvrir l'Institut Pasteur de Tunis en 1903 et il travaille aussi sur le paludisme, la lèpre, le trachome et le typhus. Et il isole le germe, mais comme pour le paludisme, en fait, il n'y a pas de transmission entre malades. Et il va découvrir que le germe, il se trouve dans le tube digestif des poux, qui élimine le germe dans les déjections, qui se retrouve sur le cuir chevelu du patient. Et les lésions qui sont provoquées par le grattage du cuir chevelu vont faire entrer le germe des déjections de poux dans l'organisme. Donc l'épouillage va faire baisser drastiquement la maladie et il a mis aussi à jour l'agent de la toxoplasmose et pour cela il va recevoir le prix Nobel en 1928. Tous ces brillants médecins ne sont pas vraiment représentatifs de la médecine coloniale, puisque la médecine coloniale, c'est avant tout et surtout la naissance d'un service de santé des troupes coloniales. Ce sont des médecins qui venaient de la médecine navale, qui étaient formés à Bordeaux ou à Lyon. Ils allaient à l'école à Marseille qui les spécialisait à la médecine de brousse, c'est-à-dire sans infrastructure, pour les pathologies exotiques. Et les hôpitaux se trouvaient dans les principales bases militaires, comme par exemple Dakar ou Saïgon, et ils travaillaient avec des populations autochtones qui étaient recrutées, formées et encadrées par des médecins militaires, plus des équipes mobiles qui assuraient les campagnes de vaccination. À la veille de l'indépendance, les grandes épidémies avaient été jugulées, sauf le paludisme. À la décolonisation, en 1960, donc les épidémies redeviendront plus fréquentes et plus meurtrières, jusqu'à la coopération médicale internationale, dont les French Doctors, qui sont nés en 1970 et qui contribueront à refaire baisser les grandes épidémies. En 1896, on a le physicien Willem Conrad Röntgen qui découvre les rayons X et soudain, le corps devient transparent. La radiologie médicale naît avec Pierre et Marie Curie qui vont découvrir la radioactivité en 1898. Ça va ouvrir le champ de la radiothérapie. Et c'est Beckler qui est le pionnier en la matière. Dès 1902, il traite avec la radiothérapie des cancers cutanés, des cancers du sein, des sarcomes et des leucémies. Au début du XXe siècle, donc les épidémies sont toujours là. Le choléra est là jusqu'en 1920. La grippe espagnole, elle a fait plus de morts que la guerre. Et l'ère pasteurienne a identifié les maladies, mais la thérapeutique et les antibiotiques n'existent pas encore. Et on peut seulement dépister et prévenir. Alors déjà, l'hygiène publique avait été le cheval de bataille d'Adrien Proust, qui est le père de Marcel d'ailleurs, et il pose les prémices d'une OMS. Il parle de cordon sanitaire, de quarantaine, d'interruption des liaisons terrestres et maritimes, la distanciation physique avec les malades lors des épidémies, et il parle de confinement soigneux. De grandes maladies infectieuses chroniques perdurent, par exemple la tuberculose, c'est 25% des décès européens au 19e siècle. On crée le BCG en 1920
qui est le vaccin anti-tuberculeux. Le BCG devient obligatoire en 1950 et le fait drastiquement reculer. La syphilis aussi, qui est un autre grand mal dont est mort Maupassant, elle n'a pas de thérapeutique efficace, d'autant qu'elle n'est pas moralement comme les autres, puisque c'est une maladie qui est sexuellement transmissible. Alors la révolution thérapeutique, elle va finalement venir de la chimie. Cette même chimie qui avait permis au 19e siècle l'isolement de molécules qui avaient des propriétés thérapeutiques. Et par exemple, la molécule de l'épica qui est un vomitif et la molécule de l'opium qui est la morphine. On a la molécule de la quinine qui est un alcaloïde antipaludéen. On a la molécule de la digitale qui est un diurétique et un tonique cardiaque. Et on passe aussi d'un cocktail complexe de substances dont on ne sait pas si elles sont efficaces à un remède avec une notion importante de la dose à prendre en compte, c'est-à-dire la posologie. La chimie de la synthèse va tout révolutionner et le premier exemple, c'est l'aspirine. Développée en 1897 par Félix Hoffmann de chez Bayer, c'est le premier médicament moderne qui va acquérir un nom déposé. Alors en 1890, en Allemagne, on va marquer des bactéries avec des colorants pour les voir croître et on va constater que le colorant va perturber la bactérie mais ça ne la tue pas. En 1932, il y a une autre étude avec un dérivé de colorant qui lui a une action sur les bactéries et finalement cette action c'est qu'il les empêche de se nourrir, donc les bactéries ne peuvent plus se nourrir et ça c'est dû à un noyau sulfamide. Et donc Pasteur reprend les recherches et développe les sulfamides, c'est ce qu'on appelait le prondocyle. Et ça, c'est la naissance de l'antibiotique. Alors dès 1870, il y a un physiologiste anglais qui note que dans un tube où était cultivé du Penicillium glucum, aucune autre bactérie ne se développe, mais il n'en tire aucune conclusion et il passe finalement complètement à côté. Et Pasteur lui-même constate cet élément sur son charbon, le charbon des ovins, sans susciter non plus d'intérêt. Donc il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués avec la pénicilline et c'est finalement en 1928, Alexandre Fleming à Londres découvre par accident les effets du pénicillium sur des cultures de staphylocoques. Et à partir de là, la pénicilline va être produite, donc en 1942. Et à la différence des sulfamides bactériostatiques, la pénicilline, elle est bactéricide, c'est-à-dire qu'elle tue la bactérie. À partir de 1850, la médecine française a vraiment dominé l'Europe, et ce jusqu'en 1920. Et il y a la création en 1901 du prix Nobel qui est dédié à la médecine. Mais en fait, depuis 1945, les prix sont plutôt donnés à la recherche fondamentale en laboratoire, plutôt de la génétique, de l'immunologie, de la biologie moléculaire. Un grand nombre de récipiendaires n'étant plus d'ailleurs des médecins. Et il y a eu aussi les grandes découvertes que le prix suédois va inaugurer, par exemple Yersin qui découvre le bacille de la peste, Papa Nicolaou qui met au point le frottis de dépistage du cancer du col de l'utérus, encore Christian Bernard et sa première transplantation cardiaque en 1967. Mais il y a aussi des prix qui ont été décernés avec des erreurs qui ont été démontrées plus tard. Il y a d'autres prix qui ont été donnés à des innovations qui sont plus gênantes, par exemple la lobotomie en 1949 que Moniz a mis au point pour guérir notamment l'homosexualité, puis le traitement de troubles psychotiques. Mais en fait, le comité Nobel a toujours refusé de remettre en cause ce prix. Et la troisième et dernière révolution biomédicale, c'est en 1950, quand Crick et Watson vont décrypter la structure en double hélice de l'ADN. Et là, c'est l'avènement de la génétique et de la biologie moléculaire. Alors finalement, avec les antibiotiques et les vaccins, l'humanité a accru les fléaux derrière elle. Et pourtant, en 1980, on signale de plus en plus d'homosexuels avec des pneumonies atypiques et sous des formes graves. Et d'autres développent même une forme très rare de cancer qui se nomme le sarcome de Kaposi.
Et en 1983, le virus est isolé par l'Institut Pasteur. Finalement, les années 80-90 furent les années terribles du sida, qui vont entraîner des conséquences infectieuses graves et des maladies tumorales qui épuisent peu à peu l'organisme des malades. Alors en 1996, il y a l'arrivée des trithérapies qui vont permettre d'acquérir un relatif contrôle de la maladie en attendant un hypothétique vaccin. Tout ça pour dire que le sida a fait renaître la grande peur des épidémies antiques, grande peur qu'on a pu nous-mêmes revivre à l'heure du Covid. Bien voilà, le résumé est à présent terminé, résumé en 2 vidéos, je le rappelle. C'était un résumé assez dense en informations, c'était chargé. J'espère que je ne vous aurai pas écœuré de l'histoire de la médecine et que vous aurez appris un certain nombre de choses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, à vous abonner pour ne pas rater les prochains résumés et à partager cette chaîne autour de vous. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!